Salut à tous et bienvenue dans le OM Talking Geneva. Juste avant de commencer cette émission, le petit rappel sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter à OM Nation Genève. Ce soir, nous allons malheureusement revenir en détail sur la défaite à Porto 3-0. Est-ce que c'est un résultat au final logique sans surprise? Quel enseignement pour la suite de l'aventure européenne? À qui la faute? AVB ou les joueurs? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Nous passerons également les joueurs à la loupe, comme nous avons l'habitude de le faire dans chaque émission. En deuxième partie de l'émission, nous allons analyser le match à Strasbourg vendredi soir. Comment aborder ce match 3 jours après Porto? Comment enchaîner les matchs, l'accumulation? Quel 11 de départ pour AVB? Nous allons également vous proposer un nouveau jeu dans l'OM Talking General, le jeu des pronostics. Nous y reviendrons bien sûr après. Et en troisième partie, les questions pour notre invité du jour que vous allez découvrir dans quelques instants. Pour m'accompagner, l'équipe du OM Talking Geneva, Raph, Flo et Christopher. Salut les gars. Salut Rafi, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré cette défaite. Et notre invité du jour, il a été champion de France 2010, il a gagné 2 coupes de la Ligue, un trophée des champions. Je parle bien sûr de Fabrice Avriel. Bonjour Fabrice. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. On va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation encore. Merci à vous. Alors, on va de suite rentrer dans le vif du sujet. OM Porto, un résultat logique et sans surprise, une défaite assez lourde. Raph, est-ce que pour toi, tu es pas surpris de ce résultat finalement? Alors franchement, au vu de la physionomie du match, le résultat est tout à fait logique. Ce qui est dommage, c'est que l'OM commence très bien le match. Je trouve qu'ils font, ce cas, c'est que c'est 3 bonnes minutes. Après, il y a le but de Porto qui arrive très vite. Ensuite, l'OM a quand même l'occasion de revenir tout de suite quelques minutes après sur un penalty, mais voilà, Payet ne le transforme pas. Et on voit qu'il y a eu un gros problème avec l'OM, c'est que cette fois, on a eu la possession, mais une possession qui était très peu productive. Et c'est là où il y a plus de 60% de possession, mais la plupart des passes qu'il y a eu, et on s'en est tous désolés sur les réseaux sociaux, tout ça, des passes vers l'arrière, aucun jeu vers l'avant. Quand je pense à Sanson, normalement, qui se projette très haut, qui va très loin, qui va être très porté offensivement, là, il a enchaîné les passes vers l'arrière. Et dès qu'il y a eu ce deuxième but, ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu un petit sursaut d'orgueil, je pense, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et il y a eu le troisième but de Porto. Et si Porto avait mieux exploité ces occasions, il aurait pu avoir un score plus large. Donc pour moi, c'est une défaite tout à fait logique au vu de la qualité technique qu'il y a eu hier soir. C'est vrai, comme tu dis, que le penalty de Dimitri Payet aussi nous porte défaut. On aurait pu revenir à un partout dans le match. Fabrice, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que pour vous, c'est un résultat au final sans surprise? Vous n'êtes pas surpris de cette défaite? Je suis pas surpris de la défaite dans le sens à partir du moment où on regarde le match, on a vu celui de l'Olympiakos, on a vu celui de Manchester City, on a tous été attentifs à cette période estivale de mercato où il n'y a pas eu forcément beaucoup de mouvements. Donc, on sentait bien que ça allait être compliqué. Finalement, en entrant dans cette compétition, on s'attendait à souffrir et on souffre clairement, quoi. Donc, je crois qu'à l'unanimité, c'est peut-être le manque d'engagement, d'envie, de volonté, d'énergie, d'enthousiasme, de retrouver cette compétition qui prime. Après, il y a tous les détails, les joueurs, le système, les changements, les adversaires aussi, faut les prendre en compte. Donc non, pas surpris par cette défaite. Je crois que Porto a vraiment mieux joué ce match. Mais c'est vrai ce que vous dites, je vais revenir sur ce que vous dites. On en a senti, même sur les 3 matchs, une équipe, j'ai envie de dire, sans vie, sans vie, sans vitalité et sans envie également. Et ça m'amène à dire, voilà, on est à 0 point en 3 matchs. Quels enseignements pour la suite de l'avenir européen on peut tirer à présent, Flo? Pour moi, nos enseignements, c'est qu'on n'a pas le niveau cette année, tout simplement.
Je sais pas pourquoi, mais si on joue comme ça, on n'y arrivera pas. Je suis désolé. Pour moi, l'Olympiakos, c'est pas meilleur que nous. On doit pas le perdre ce match. On doit faire un 0-0. On va pas revenir là-dessus, mais voilà. Ensuite, Porto, pareil, on doit faire un nul. Payet, il met le penalty. Raph, il en parlera après, mais il met le penalty et je pense que le match, il change. À la limite, on se dit on veut pas perdre et on met le but derrière et on fait un partout et puis voilà, ça nous va. Donc voilà, pour moi, Porto est certes un peu plus fort que nous, mais on pouvait aller chercher le résultat. À noter aussi que dans les 7 derniers déplacements ou les 6 derniers déplacements au Portugal, l'OM n'a jamais gagné. Ça fait 5 défaites et un nul. En sachant qu'on a affronté Vitória Guimarães, Braga et Porto. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Fabrice, je vais vous reposer la question. Est-ce que pour vous, comment vous voyez la suite de l'aventure européenne de l'OM? La suite va être compliquée parce que maintenant, ils vont avoir le poids de ce triste record de 12 égalés, 12 défaites consécutives avec en Ligue des Champions et Anderlecht. Ce qui fait qu'ils ne vont pas plus jouer de la même façon. C'est vrai qu'en affrontant Porto avec 0 point, ils se devaient de gagner. Quand on regarde la physionomie du match, on se dit un match nul aurait été un très bon point, un très bon premier point. Et on se retrouve avec 0 point. Et surtout, il va falloir maintenant affronter Porto à domicile, affronter Man City là-bas et l'Olympiakos à domicile, quoi. Donc, sachant qu'il y a déjà des points qui ont été distribués et que des fois, un simple match nul suffit à l'adversaire pour se qualifier. Donc, il va falloir, c'est peut-être un mal pour un bien, je ne sais pas, il va falloir lâcher les chevaux en tout cas. Il va falloir entrer concrètement dans cette Ligue des Champions en prenant des points, concrètement. C'est vrai. Raph, je crois que tu voulais intervenir. Oui, je voulais demander à Fabrice si son avis, Ouais. parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux tourner, l'OM risque de dépasser ce record de 12 défaites consécutives. Est-ce que, vous qui avez été joueur, ça n'influence pas le comportement des joueurs sur le terrain à se dire peut-être que finalement on va le battre ce record? Ça peut tourner dans les têtes et leur faire manquer, comme Payet, le penalty dès le début de match. Je ne crois pas qu'en tirant ce penalty, il y pensait. Je pense, je crois que ce record est présent. Après, on ne va pas ajouter, si vous voulez, des difficultés à des difficultés. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y avait déjà des points à prendre. Il y a une dernière place. Il y a en ce moment une difficulté à se créer des occasions, à être solide et surtout, ce qui faisait leur force la saison passée, c'est que même menés, ils arrivaient à revenir dans le match et à parfois s'imposer. On l'a vu plusieurs fois, ce scénario, la saison passée. Et cette année, on a l'impression que dès qu'ils prennent un but, il y a tout leur savoir-faire qui s'envole. Il y a un manque de confiance cruel. Et ce qui résume un peu tout ça, c'est l'inoffensivité des attaquants, de l'animation en entier. Il se crée trop peu d'occasions. Donc, moi, je pense qu'il faut se fixer des objectifs simples et réalisables. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir travailler sur comment on se crée des occasions. Et ensuite, on verra si individuellement, certains joueurs sont en grande difficulté parce que là, pour l'instant, il y a trop peu d'occasions pour pouvoir espérer quoi que ce soit, surtout en Ligue des Champions à l'extérieur. C'est vrai que le contenu des matchs, au final, est très faible, comme vous dites, Fabrice. Alors, il y a une question qu'on a souvent posée dans cette émission et qu'on va malheureusement devoir reposer ce soir. À qui la faute? AVB ou les joueurs? Christopher, est-ce que tu peux tenter de nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème un peu à tous les niveaux. Il y a un problème au niveau d'AVB qui, visiblement, n'a pas bien préparé le match. Parce que quand même, 3 défaites avec au moins 2 des adversaires qui étaient franchement prenables. Il y a quand même un souci à ce niveau-là parce qu'on a vu quand même quelques entrées. On s'est tous dit
ah bah tiens, Cuisance, pourquoi il n'a pas démarré? Quand même, il a du ballon. On avait aussi eu un peu ce même genre de sentiment avec aussi les matchs passés où il y a eu ce 3-5-2 un peu bizarroïde qu'il a tenté contre Manchester City. Voilà, bon, on va pas revenir avec le passé, mais disons que moi, je pense que la faute est partagée. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau des cadres, au niveau de l'équipe, c'est-à-dire que ce soit Payet, que ce soit Arthovin, que ce soit Sanson, ces joueurs-là qui ont vraiment conquis cette fameuse deuxième place l'an dernier, on ne les voit pas. Et c'est très insuffisant au niveau de leur contenu. Et finalement, c'est assez inquiétant parce qu'ils ne tirent pas non plus les jeunes qui sont même parfois meilleurs qu'eux quand on les voit rentrer. Et je comprends à VB pourquoi il ne veut pas rapidement les mettre parce que, oui, tu voulais intervenir. Donc pour toi, AVB a déjà fait une erreur de composition d'équipe dès le départ, tu penses? Oui, je pense sincèrement. Je pense qu'il aurait dû faire un peu plus confiance aux jeunes et de mettre un tout petit peu plus d'équilibre entre les cadres et les jeunes pour justement avoir un peu cette fougue qui nous a souvent manqué. D'accord. Fabrice, est-ce que pour vous, il y a plus la faute sur le dos d'AVB ou sur le dos des joueurs pour vous? Et pour moi, comme il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on ne peut pas juste stigmatiser l'entraîneur. Il y a trop de choses. À un moment donné, on doit être capable aussi de faire sans l'entraîneur sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des choses, pour moi, en termes d'impact, d'agressivité, même de remobilisation ou de mobilisation dans des temps difficiles, dans des temps forts de l'adversaire. Pour moi, ça appartient aussi aux joueurs. L'entraîneur ne peut pas non plus tout le temps être l'animateur ou l'investigateur des actions. Il peut mettre un système en place, il peut mettre les joueurs sur le terrain. Mais après, l'animation appartient aux joueurs. Et pour moi, de ce que je ressens, depuis ce match au Parc des Princes, je sens que on n'arrive pas à retrouver de la régularité dans la performance. On sent que dans les matchs, c'est pas assez consistant pour faire pencher le résultat de leur côté. Et c'est vrai qu'on parlait des cadres, et vous avez raison, qu'il y a un déficit à ce niveau-là. Je crois qu'il y a un déficit aussi d'expérience de cette compétition. Je crois qu'il y a aussi il y a beaucoup de choses en fait. Et l'entraîneur, effectivement, il a le choix entre mettre de l'enthousiasme sur le terrain et entre mettre du savoir-faire. Il est toujours partagé entre ces deux choses. Est-ce qu'on peut les cumuler? Moi, je crois qu'aujourd'hui, mais vraiment, hein, on voit la défense assez solide quand même. On voit un milieu de terrain qui travaille pas mal, mais ensuite, on voit pas je veux pas parler des 3 attaquants seulement parce que des fois, on change aussi les attaquants. Il n'y a pas plus d'impact que ça. Ça frétille, si vous voulez. Quand on voit Cuisance qui rentre, il fait une frappe, il a de l'enthousiasme, mais ça reste quand même timide. Sanson, Rongier, Thauvin, Benedetto, c'est pas qu'il cristallise un peu cette inefficacité, mais force est de constater qu'il se crée très peu d'occasions et qu'il ne marque pas. Donc si on regarde que les statistiques, tout le monde est déficient. Et je ne les vois pas jouer ensemble. Et je pense qu'un Dimitri Payet, ses qualités, c'est de se mettre au service du collectif. Et quand il a du mal à trouver devant des solutions, et en fait, c'est toute l'animation offensive qui en pâtit. Alors, est-ce qu'il faut enlever Payet? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il faut enlever Benedetto? Je ne suis pas convaincu. Mais c'est vrai que peut-être que pendant un laps de temps, il faut redistribuer les cartes et donner un peu la chance à tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de résultats, que Marseille a besoin de gagner. Alors, je veux juste dire à nos téléspectateurs qui nous regardent que la première partie de l'émission est terminée, qu'on va passer à la deuxième partie. Donc, la première partie sur Instagram est terminée. La suite continue sur YouTube. Christopher, je te rends la parole. Je te remercie. Oui, donc je disais simplement que AVB avait souligné en fait qu'il avait peur de griller ses joueurs, qu'il avait peur en fait que ses joueurs cadres vraiment aient une certaine peur
après, si jamais il devait les remplacer et ne plus être présent, quoi. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter par rapport à AVB qui a peur de griller ses joueurs cadres en les faisant pas titulariser dès qu'ils faisaient une mauvaise performance. D'accord, très bien, merci. C'est vrai que vous nous avez fait une superbe audition, Fabrice. Merci beaucoup. On va revenir sur les joueurs à la loupe. Donc, dans chaque talk, on passe un joueur à la loupe. On va commencer avec toi, Flo. Tu voulais nous parler de Kaletacha et je crois que tu as beaucoup à nous dire sur lui. Oui, ouais, beaucoup. Hier, je me suis énervé devant le match. Donc, pour moi, il y a un mot qui qualifie sa prestation hier. Il a été inexistant, vraiment. Pour moi, je ne l'ai pas vu. Sur le premier but, fautif, à cause d'une relance qui était dégueulasse, faut le dire quand même le mot. En plus de ça, il est doublement fautif parce qu'il lâche le marquage de Moussa Marega. C'est pas normal. Ensuite, il perd trop de ballons, des transversales et des passes sur les côtés. On dirait qu'il veut jouer au rugby, je sais pas ce qu'il a. Sur le troisième but, il se fait déposer avec une tentative de tacle. Je sais même pas pourquoi il fait ça. Au lieu de courir, bah, il fait un tacle. Je sais pas, il aurait mérité un jaune si jamais il avait touché le joueur. Ensuite, il est lent, donc il se fait prendre dans le dos trop souvent. C'est un truc de fou. Quand City, il était nul, mais là, c'était pire pour moi, vraiment. Là, si je devais vraiment lui mettre une note, ça serait moins 5 sur 10. Là, franchement, mais même à la mi-temps, je voulais qu'il le change, je voulais qu'il mette Balerdi. Et pourtant, j'ai dit en pré-saison que Tchaïta Tsar, c'était quelqu'un que j'aimais bien, que ses transversales, c'était propre. Mais je sais pas ce qu'il a cette saison. Il joue mal, très mal même. Perso, hier, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, dès la 40e minute, je voulais qu'il sorte et que Balerdi, il rentre. Parce que là, c'était plus possible. C'était vraiment plus possible. Alors, on va passer à toi, Raph. Je crois que ça va pas être forcément plus réjouissant, mais tu voulais nous parler de Dimitri Payet. Ben ouais, parce que moi hier soir, j'attendais Dimitri au tournant. Je pensais qu'il allait faire un grand match. Là, on était dos au mur. On s'est dit, c'est le match un peu de la dernière chance. Déjà, au bout de 3 matchs, se dire c'est le match de la dernière chance, c'est compliqué. On s'est dit, bah, Dimitri va peut-être nous faire un grand match dont seul lui a le secret. Et ça a été mais catastrophique. J'ai ses statistiques sous les yeux, 34 ballons touchés, 12 perdus. Pour quelqu'un qui est censé créer le jeu, c'est beaucoup. Et il a été remplacé à la 65e minute, ce qui est vraiment rare pour un cadre, surtout comme Payet. Ça arrive que des fois, ils sortent un peu plus tôt, à la 80e, mais jamais plus tôt. 65e, ça fait vraiment peu pour Dimitri. Et voilà, et ce qui marque, pour moi, ce qui caractérise un peu son début de saison, c'est le penalty qui manque. Je trouve qu'il a plus d'envie. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que AVB doit le mettre un peu sur le banc pour lui montrer que voilà, il faut qu'il regagne sa place de titulaire? Je ne sais pas, mais il va falloir que Payet se remette grandement en question. C'est vrai qu'on peut dire, voilà, son penalty a été mal tiré. Un gardien qui arrête un penalty, c'est une chose, mais un penalty qui est aussi mal tiré que ça, à ce niveau de la compétition, c'est pas forcément acceptable. Christopher, je crois que tu voulais rebondir sur ce qui a été dit et puis après nous parler de Cuisance. Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur les points positifs parce que là honnêtement on aurait pu prendre chaque joueur et on aurait pu un peu le défoncer à quelques très très rares exceptions près parce que tout le monde a été ou bien assez mauvais ou très 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 moyen. J'en dirais après ils ont Rongier tiens d'ailleurs qui est l'alter ego d'aujourd'hui et de notre invité qui a été à peu près correct. Mais vraiment pour le reste, c'était vraiment la catastrophe à tous les étages. Mais je voulais quand même faire un petit point sur les entrants, parce que je voulais quand même faire une petite note d'espoir, parce que je trouve quand même qu'il y a eu non seulement Luis Enrique, mais aussi Cuisance qui ont fait des très bonnes entrées. Et c'était drôle d'ailleurs, parce que justement, on disait tout à l'heure que voilà, Payet, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, qu'il ne couvrait pas, qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas d'envie. Hein, c'était ça que j'ai entendu de Raph tout à l'heure. Et c'est vrai, ça se sentait, c'était mou. Et dès que Cuisance est rentré, on a senti qu'il voulait manger le ballon. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a fait la seule frappe, en fait. Hein. Entre guillemets, on a fait un petit « Ah !» il se passe quelque chose. Et on voyait qu'il avait faim de ballon, qu'il avait envie, qu'il voulait montrer sur le terrain. Et tout ce qu'on n'a pas eu, en fait, finalement, ce match-là. Et on revient à ce que disait Fabrice Abriel tout à l'heure, c'est le fait que les jeunes et les cadres, en fait, puissent avoir cette
harmonie entre les deux, de se dire qu'il y en a voilà, qui en veulent, qui veulent du ballon, qui veulent manger du terrain avec les jeunes, et les joueurs plus 4 qui, eux, par contre, assurent la sûreté, l'expérience. Et ben justement, c'est dommage. Encore une fois, je veux revenir sur ce point-là, qu'on n'ait pas eu ça dès le début, parce que quand il y a eu ces entrées-là, j'ai vraiment ressenti, mince, c'est dommage qu'il n'y avait pas un peu cette jeunesse, cette fougue qui a vraiment manqué dans ce match, parce qu'il y en avait un autre aussi pour moi qui a vraiment manqué, c'était Gay. Parce que lui aussi, je pense, aurait pu vraiment apporter une vraie plus-value aussi, parce qu'à chaque fois qu'il a fait des entrées, il a fait des très bonnes entrées. Voilà. Oui. Oui, parce que c'est un jeune joueur qui a envie, qui a envie de jouer, qui a faim, quoi, tout simplement. Fabrice, sur ce que vous avez entendu sur Caleta-Car, Payet et Cuisance, est-ce qu'il y a quelque chose que… Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a quelque chose que vous aurez voulu ajouter, peut-être? Ouais, je réfléchissais en même temps. Bon, j'ai quand même bien aimé le rôle le match dans l'attitude de Camara. Oui. Au milieu du terrain, qui, sans complexe, essaie de colmater les espaces, essaie de se rendre disponible à la première relance. Il y a du déchet, mais ce qu'on aime aussi quand un joueur est dans la difficulté, c'est qu'il continue à tenter, à se montrer, à bouger pour inverser un peu ce rapport de force et tenter quelque chose. L'adversaire était très, 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 très bon. Très, très bon. C'est pas surprenant de la part de Porto, parce qu'ils ont l'habitude de jouer cette compétition. Très, très bon, tellement bon qu'ils ont étouffé toutes les lignes au milieu du terrain, par leur qualité technique, leur jeu court, la façon de se retourner aussi individuellement, etc. Ce qui a aussi mis en difficulté les Marseillais, qui les a empêchés de revenir dans le match. Et puis, pour parler ou de Caleta-Car, ou de Payet, ou d'un autre, ou de Rongier, ou de Sanson, aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit un problème de joueurs. C'est-à-dire que la solution, on ne la trouvera pas ailleurs. D'accord, vous voulez dire quoi par là? Je veux dire qu'en fait, il ne faut pas attendre que ça vienne du banc de touche, en fait. Il ne faut pas attendre que ce soit Ake qui marque 3 buts, le jeune Brésilien qui prenne le relais du super sub. Il ne faut pas attendre ça, en fait. Il faut que l'équipe qui débute travaille, mette en place un travail de qualité, et que les joueurs qui rentrent sur un match ou en cours de match puissent s'exprimer avec leur qualité, mais dans un collectif qui est bon déjà. Si on leur demande d'inverser le rôle, d'aller mettre 2 buts à Porto à l'extérieur en 30 minutes, ça va être très compliqué. Donc, est-ce qu'il faut faire le choix de les mettre d'entrée? Il y a une vision que le coach il fait du management. Tout à l'heure, vous avez parlé, c'est vrai que peut-être qu'il a peur de perdre ses caps pour la saison. Il y a les réalités du moment, et puis il y a la saison à construire. Donc, il faut qu'il ait un équilibre entre faire son choix tout de suite, sans écarter qui que ce soit, pour pouvoir les réintégrer après. Donc, et ça, il faut que les joueurs le comprennent. S'ils arrivent à le comprendre, alors il tirera le meilleur de son équipe, et chaque joueur qui jouera d'entrée aura juste la responsabilité du match, de ce match. Et puis ensuite, c'est une rotation. Une saison, c'est très long. Alors, c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est très, très, pour l'avoir joué, ça met tout de suite en lumière vos qualités, vos défauts. Tout de suite, rapidement, et contre n'importe quel adversaire. D'accord? On parle d'Olympiakos, on parle de Porto, on parle de Manchester City. Il y a des gros cylindrés, mais même les petites cylindrés qui sont en Ligue des Champions ont tous un savoir-faire. Et tout le monde peut vous poser des problèmes. Comprenez? Donc, si vous arrivez sur un match avec beaucoup de difficultés, soit des carences techniques, tactiques, physiques ou mentales, vous pouvez passer à la trappe contre n'importe quel adversaire. Aujourd'hui, Marseille est son propre adversaire. Donc, Marseille doit se retrouver de l'enthousiasme et de l'envie de jouer ensemble et de faire les choses ensemble, pour peut-être espérer un résultat dans les 3 prochains matchs. Très bien. Ok, bah, ça nous va. Merci Fabrice. Ça nous amène à la deuxième partie de l'émission. On va parler du déplacement à Strasbourg. Donc, comment on va aborder ce match 3 jours après avoir joué à Porto? Et on va parler un peu aussi de l'enchaînement des matchs. Christopher, pour toi,
quelles sont les clés de ce match et comment on va aborder ce match en Alsace? Ben, pour moi, la clé principale, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire parce que là, AVB avait l'air quand même d'être assez en colère après le match. Jusqu'à présent, Oui. il a toujours protégé ses joueurs. Je vous ai remarqué, même quand on a fait des contre-performances, il a toujours été dire ah là c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et là, on a l'impression que il peut plus dire ça parce que peut-être que lui aussi peut être aussi énervé par certaines performances et que ça commence à devenir trop visible. Et de ce fait, il a promis, du coup, il a commencé à être un tout petit peu à lâcher ses joueurs. Il a dit qu'il y aurait du changement. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Ça, alors, je sais que j'ai certains de nos chroniqueurs qui ont même des propositions tactiques à proposer tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir du changement. Il va changer un certain nombre de choses. Et moi, justement, ce que je serais partisan, c'est qu'en tout cas, il fasse rentrer un petit peu ces jeunes-là, surtout qu'en plus contre Strasbourg, si on ne fait pas là, on ne peut pas le faire. Et plus encore, si cette fois-ci, il voit qu'il y en a certains qui viennent titiller les titulaires, eh ben, mon Dieu, eh ben, qu'ils fassent jouer ces mecs-là après dans les gros matchs en Champions League, bien sûr avec un équilibre aussi, avec quelques cadres qui entoureraient tout ça. On n'est pas en train de dire d'enlever tous les cadres non plus d'un coup, hein, mais peut-être de faire un meilleur équilibre. Et ce que tu veux parler, c'est de faire jouer tout simplement la concurrence. Voilà. C'est ça, de faire jouer la concurrence. Après, nous, on a un problème avec la concurrence, et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'en gros, nous, ils ont tellement voulu faire l'idée d'avoir les gens en formation, les gens en post-formation et les cadres. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien entre, je sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'en gros, on a les joueurs en formation, donc c'est les tout minots, donc bon, pour faire rentrer, c'est un peu compliqué. Les post-formations, en gros, c'est tout ce qui concerne Douillet, Radionic, et puis les nouveaux qu'on a, le club des 21 ans, là, qu'on a entre Camara, Gay et Cuisance. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien entre cet âge-là, j'ai envie de dire, et Payet, qui arrive sur quel âge? Il a 32, 33 ans, je me souviens plus. Enfin voilà, il est qui est plutôt, j'ai envie de dire, qui est vraiment sur la fin de sa carrière. Donc c'est un peu tout le problème, c'est-à-dire que voilà, quand il va faire ses choix, s'il fait rentrer des jeunes, il va falloir vraiment rentrer des jeunes et des très jeunes. On n'a pas vraiment, entre cadres et jeunes, on n'a pas vraiment d'alternative, quoi. D'accord. Fabrice, vous avez connu la Champions League quand vous étiez à l'OM. Vous avez connu également, si je puis dire, ces problèmes de calendrier avec l'accumulation des matchs. Quand on est joueur, qu'on a perdu à Porto 3-0, et que 3 jours plus tard, on va en championnat à Strasbourg, comment ça se passe dans la tête des joueurs? Comment ils vont aborder ce match, tout simplement? C'est toute la difficulté du sportif de haut niveau quand il joue un match avec une intensité, un influx. En fait, c'est beaucoup d'influx de concentration dans ce genre de match en Ligue des Champions et de rebasculer tout de suite sur un match de championnat qui va être super difficile, voire peut-être même plus difficile qu'à Porto. Donc, en fait, ce travail-là, c'est tout un travail de récupération sur le plan physique, sur le plan mental, et surtout, c'est ne pas s'enfermer dans une bulle individuelle et d'attendre le match prochain pour réaliser une performance. C'est vraiment le vivre ensemble, tous ensemble dans le vestiaire, se mobiliser, se remobiliser, discuter, essayer de trouver ensemble des solutions pour être performant dès ce week-end. C'est pas que les joueurs ne s'isolent pas dans leur performance parce qu'ils seront, je pense, à l'abri dans un collectif. Et la sécurité, elle est là. Donc, c'est un moment qui est difficile, mais les équipes qui réalisent des performances passent aussi par ces moments-là. C'est pas ils gagnent de la première journée à la 38e journée tous les matchs. Il y a des difficultés, il faut savoir les gérer et surtout la capacité à ce groupe à se relever d'une première partie, pour moi, ratée. Hormis ce match au parc, c'est raté pour l'instant. Donc voilà, c'est retrouver un petit peu ce qui a fait leur force la saison dernière et on l'a loué. On a dit cette équipe joue pour son coach, joue pour se qualifier, joue pour ses supporters. Aujourd'hui, on n'a plus cette impression. Vous comprenez? Mais vous qui avez bien connu Steve Mandanda, est-ce que vous pensez que dans des moments comme ça, Steve, qui est quand même un leader charismatique de cette équipe, doit intervenir
peut-être plus que ce qu'il ne fait dans le vestiaire pour peut-être remobiliser tout le collectif, comme vous dites? Alors oui, il doit faire son rôle de capitaine. Oui, il doit faire son rôle de joueur expérimenté et performant. Mais lorsque vous faites, entre guillemets, des réunions, nous, ça nous est arrivé, on a fait des réunions, notamment une qui nous a permis d'aplanir les choses et de se remobiliser pour aller conquérir ce titre. D'accord? Lorsque vous critiquez quelqu'un, positive ou négativement, il faut que cette personne ait l'intelligence de prendre en considération les avis et de lui faire les efforts pour faire changer ça. Vous pouvez faire toutes les réunions que vous voulez, mais s'il n'y a pas une prise de conscience des personnes citées, il ne va rien se passer et tout le monde va s'enfermer chacun dans son coin. Et puis il y en a un qui va marquer, va dire alors vous avez vu, non, c'est ensemble, c'est vraiment ensemble que ça va se passer. D'accord. Alors, on va passer à un petit duel. On va passer aux 11 de départ que pourrait aligner AVB sur ce match. Donc, on va faire un duel entre Flo et Raph. Donc, Flo et Raph, vous allez proposer votre 11 de départ à chacun de deux. Et Fabrice va choisir lequel des deux 11 serait le plus susceptible d'être aligné vendredi soir. Donc, on commence par toi, Flo. Déjà, je tiens à dire que Alvaro et Sakai ils sont suspendus. Du coup, on le a dû rappelle, faire Alvaro sans. et Sakai sont suspendus. Merci. Alors, le dispositif, ça sera un 4-2-3-1. Ça marchait plutôt bien avec Garcia. Bon, voilà. Je garde Mandanda, Tovin, Amavi et Camara. Ensuite, je remets en titulaire Balerdi, Gay, Cuisance et Nagatomo. Donc, Nagatomo, je le mettrai à droite plutôt. Avec Gay Camara en sentinelle. Cuisance en 10 et sur les côtés, du coup, je mettrai Enrique et Tovin. En pointe, je mettrai Ake et sinon en défense avec Balerdi, je mettrai Perrin. Parce que pour moi, Tchaïtassar, il m'a gonflé sur le match. Faut, à un moment donné, je pense qu'il va falloir un peu le changer et surtout que, bon, finalement, Alvaro, il n'est pas là. Donc, c'est soit on le met, soit on met Perrin. Donc, pour moi, j'ai décidé de mettre Perrin. D'accord. Raph, ton 11 de départ, s'il te plaît. Alors moi, je suis plus parti dans un 4-4-2 en losange, parce qu'on a vu le match contre Bordeaux, ça avait été quelque chose qui avait très bien réussi. Donc, Mandanda au goal, bien sûr. En défense centrale, Douillet et puis Balerdi, parce que je trouve que c'est une association qui va assez bien. Enfin, ils ont un bon potentiel les deux, je trouve. En latéral gauche, Jordan Amavi. Et en latéral droit, le jeune Richard qui sort du centre de formation. Parce que je me dis, c'est un moment où on peut lui laisser sa chance. Où voilà, il y a pas Sakai, Sakai est absent, donc on peut lui laisser sa chance. Ensuite, au milieu, en sentinelle, devant la défense, je mettrais Pape Gay. Les deux au-dessus de lui, ce serait Cuisance, Strootman. En numéro 10, je mettrais bien Tovin pour voir ce qu'il peut donner. S'il faut, contre Porto, on a vu, il a beaucoup fait d'appels. Moi, je pense que Tovin, il faut que ce soit lui qui prenne le jeu en main. Il faut que ce soit lui qui crée. Et en attaque, j'aimerais bien tenter une attaque Luis Enrique et le jeune Ake. Ok, très bien. Fabrice, vous êtes le coach vendredi soir. Laquelle des deux compos vous choisissez? Alors, sur la dernière compo, je n'ai pas entendu. La charnière centrale, c'était c'est Tchalet-Tatsar et Balerdi. D'accord. Peut-être donnez-nous votre compo si vous n'êtes pas. Non, en fait, j'essaie de. Est-ce que c'est les compos probables que Villas-Boas pourrait mettre ou c'est vos compos préférentiels? C'est un peu celle qu'on mettrait nous, mais que peut-être Villas-Boas mettrait. C'est un peu des deux. Okay. C'est un peu des deux, effectivement. Alors, je ne pense pas qu'il mette 3 gauchers dans le losange Villas-Boas. Il ne mettra pas Gay, Strootman et Cuisance et Tovin, donc 4 gauchers. C'est ça, hein, le losange. Ouais. Ça me semble compliqué, d'autant plus que Rongier, pour moi, il est quand même assez actif dans ce milieu de terrain. La défense m'intéresse au niveau athlétique parce que
comme il joue avec Ajorc devant Strasbourg, joue avec des pistons qui alimentent les attaquants dans cette surface de réparation et fait beaucoup du jeu aérien. Donc, ce n'est pas inintéressant de mettre des joueurs sur le plan aérien qui vont gagner des duels parce que je pense qu'il n'y aura pas forcément de la profondeur, d'accord, à gérer. C'est mon avis. Nagamoto à droite, je ne suis pas pour la simple et bonne raison que j'aime pas quand on défend en faux pied. Voilà. Sauf si vous jouez avec un faux pied en face, et ça ne sera pas le cas. Il n'est pas droitier, Nagatomo? Il joue un peu des deux côtés, en fait, et je le sens plus à l'aise à gauche, en fait. De ce que moi j'ai vu, il joue à l'Inter, hein, je ne me trompe pas. Oui, il joue à gauche à l'Inter. Il joue à gauche à l'Inter. Il y a des préférences. C'est comme Jordan Amavi qui utilise son pied droit et son pied gauche, avec qui j'ai joué à Nice. Et ils sont plus à l'aise à gauche et pourtant, il utilise beaucoup son pied droit. Vous comprenez? Donc, il y a des joueurs comme ça. Hein. Allez savoir pourquoi. Voilà, pour moi, sur la dernière composition, la charnière centrale m'intéresse. Le milieu en losange, pas trop, parce que le jeu est exclusivement du côté Strasbourg. Il passe par Kenny Lala ou à gauche par je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, j'ai plus son nom. Voilà, pour moi, ça va se passer sur les côtés. Donc, chaque fois qu'on joue Strasbourg, les adversaires bloquent les côtés, bloquent les couloirs pour éviter justement d'alimenter les attaquants. Traiter à la source et à l'arrivée. Donc, empêcher le maximum de centres. Et s'ils arrivent à centrer, être costaud dans l'axe pour jouer de la tête, sachant que Steph Mandanda est très bon aussi sur le plan aérien. Ensuite, cette idée de mettre de la vitesse devant, pas inintéressant parce que je pense qu'il y a vraiment des espaces à utiliser là-bas. C'est comme ça que Nice a été gagné à Strasbourg, c'est en utilisant justement en faisant des attaques rapides, en partant de très loin même, donc avec des grandes courses, donc pas inintéressant. Et il va falloir travailler au milieu de terrain parce que ça va être un combat et qu'ils imposent un combat. Donc, prendre un peu des deux compositions. Moi, je laisserai quand même Camara. Je mettrai Rongier, je mettrai Gay pour renforcer un peu ce milieu de terrain. Cuisance, pourquoi pas libre de ne pas défendre parce que son plan défensif, c'est un peu léger pour moi. Mais c'est vrai qu'il fluidifie un petit peu tout ça et mettre un peu plus de vitesse, non pas avec le ballon dans les pieds comme le fait Thauvin, mais plutôt en mettant des courses, en impactant un peu plus les défenses. Je trouve qu'on est en déficit de courses d'avaler les espaces en fait. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois. On est beaucoup dans les pieds, beaucoup de qualité dans les pieds, mais un déficit. Benedetto en met de temps en temps, mais comme il est trop esselé, après, techniquement, il perd le ballon, il perd ses duels, etc., parce que physiquement, il n'est pas au top. Donc, voir un petit peu comment il pourrait mettre en danger cette défense strasbourgeoise qui est pour moi pas très rapide. D'accord. En tout cas, ce qui sera sûr, c'est qu'il y aura, je pense, une vraie réflexion à avoir sur la composition. Ouais. Christopher, tu conclus sur cette partie? Non, c'était pour revenir avec Fabrice Abrel. Du coup, qui c'est que vous mettriez en attaque en fait? Parce que du coup, pour moi, ça n'a pas paru très clair. Parce que vous étiez pour conserver Benedetto ou plutôt essayer Ake, Germain? Comment vous verriez les choses en fait? Moi, je continuerai à mettre Benedetto par rapport à ses courses, mais l'accompagner avec Enrique et faire rentrer Ake rapidement en fait. Voilà. D'accord. À la place de l'un des deux ou changer les deux pour garder, si vous voulez, de l'intensité dans les courses devant. Voilà, continuer à attaquer, peu importe le scénario, sur la 50e, 55e. Voilà, c'est construire un petit plan avant le match et essayer de se coller le plus longtemps possible à ce scénario. En fait. Le scénario, c'est quoi? C'est d'aller gagner 1-0 à Strasbourg solidement et en souffrant. Quoi. En gros, c'est ça. Et du coup, vous mettriez plus, en changement, plus Ake Radonic. En changement rapide plutôt, on va dire. Ouais, bien sûr. Ou Germain peut-être aussi à un moment donné. Faire un petit peu reposer Thauvin qui a
qui a beaucoup joué et qui était revenu de blessure pour avoir un peu plus de fraîcheur, parce que lui, ça va se jouer beaucoup à la fraîcheur cette année. Dimitri, il faut pas qu'il soit sanctionné, il faut pas qu'il sente qu'il soit sanctionné, parce qu'il faut pas le perdre non plus, c'est quand même un leader technique. Et quand il joue très bien, il fait rayonner aussi tout le monde. Voilà, faire reposer Sanson, profiter pour faire reposer quelques joueurs et donner la possibilité dans la rotation à ces jeunes de venir bousculer un petit peu tout ça, quoi. C'est surtout en termes surtout en termes d'engagement physique que cette équipe doit s'atteler, quoi. D'accord, très bien, merci. Alors, si vous le voulez bien, on va continuer. On va commencer une nouvelle rubrique, ça s'appelle le jeu des pronos. Donc, à chaque émission, on va pronostiquer le score du prochain match. Donc là, en l'occurrence, on va parler du Strasbourg. Chaque chroniqueur va donner son pronostic. 2 points pour le score exact, 1 point pour victoire, nul ou défaite s'il avait juste. On fera un classement à chaque émission et un classement à la fin de saison, bien sûr, et on y reviendra à chaque émission. Donc, votre pronostic, on commence. Raph, s'il te plaît. Alors, moi, je vois bien une victoire 2-1 avec un but de Thauvin et puis un de Luis Enrique. Très bien. Flo? Ouais, j'allais dire pareil. Et plutôt 2-1 avec un but de Hajar pour Strasbourg. Buteur marseillais, je ne sais pas du tout. Chris? Moi, je suis optimiste. Allez, je vais dire un 3-1 avec un doublé de Cuisance et un but de Payet. Généreux, Chris. Fabrice? On vous met dans le jeu, allez. Je vais essayer de rester réaliste. Je vais mettre un partout parce que je pense que Strasbourg joue aussi sa survie. Un partout. Ok. Bon, moi, j'avais pensé à 2-1 aussi, donc je vais mettre comme vous, Raph et Flo. On va passer à la dernière partie de l'émission. C'est les questions à notre invité, Fabrice Avriel. Donc, on a reçu, Fabrice, des questions de la part de nos internautes. Donc, on va commencer par les questions des internautes et puis après, l'ensemble de l'équipe du OM Talking Geneva vous posera ces questions si vous le voulez bien. Donc, on a reçu une question de OM Nation London qui vous demande quel joueur de l'effectif vous a le plus impressionné lors de la saison 2009-2010. Je dirais Stéphane Mbia de la deuxième partie, quand il a été replacé en défense centrale. Oui, en défense centrale aux côtés de Souleymane Diawara. Exactement. D'accord. L'OM Nation de Tel Aviv, David nous demande que pense-t-il du chaos sportif? Que faut-il faire selon lui pour redresser la barre? C'est un projet qui est large. Je crois qu'aujourd'hui, les espoirs, l'ambition de Marseille ne colle pas avec ses moyens du moment. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus réaliste et beaucoup plus humble dans le projet. Alors, j'entends bien qu'à Marseille, il faut gagner des matchs, il faut gagner des titres, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, il faut aussi que les gens comprennent qu'il y a l'engouement, l'enthousiasme et l'attente, mais il y a aussi la réalité. La réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, Marseille ne fait pas partie des 2-3 grosses équipes de ce championnat. D'accord. Dans quel système préfères-tu jouer, nous demande Timothée. J'aime bien il y avait le 4-4-2 quand j'étais à Lorient qui était intéressant, mais aujourd'hui, sur l'actualité, j'aime bien le 4-2-3-1 avec un 10. J'aime bien qu'on essaye de rechercher le numéro 10. D'accord. Et peut-être que ça serait quelque chose qu'on aurait pu plus faire, tu penses, à Marseille? Je crois qu'ils peuvent jouer avec un numéro 10, vraiment sous l'attaquant. Et après,
je crois qu'il faut mettre beaucoup de courses devant, quoi. En fait, il faut que dès qu'on a touché le numéro 10, il faut qu'il y ait des appels en profondeur sur toute la largeur de l'attaque, en fait. Bon, après, c'est vrai qu'on va pas revenir dans ce débat, mais Villas-Boas ne voulait pas vraiment faire jouer Payet en numéro 10, alors qu'il a quand même explosé sous l'ère Bielsa. On va passer à la question des chroniqueurs. On commence par toi, Christopher, ta question pour notre invité, s'il te plaît. Oui, moi, c'était une question un petit peu simple. C'était de savoir si, entre Réunionnais, vous avez une connexion particulière avec Dimitri Payet, si vous connaissez, du coup, par cette connexion ou pas, s'il y avait un lien particulier lié à cela. Donc, on est de l'île de la Réunion, on est du sud. Moi, de Saint-Pierre, lui, un peu plus bas encore, c'est de Saint-Philippe-Saint-Joseph. C'est un peu plus loin. Dimitri, c'est un joueur que j'ai connu quand il jouait à Nantes. Il débutait à Nantes, voilà, que j'ai suivi, Saint-Étienne, etc. Et pardon, je crois que c'était coupé. Non, Oui, c'est bon. c'est bon. Voilà. Et je l'ai suivi, mais c'est quand même quelqu'un qui c'est pas comme j'ai pas la même connexion qu'avec Jérémy Morel, par exemple. Hein, ils sont un petit peu dans leur Guillaume Moirot, Dimitri, Benoît Tremolinas, sont des joueurs qui sont un petit peu aussi pas solitaires, mais ils sont entre eux, quoi. Enfin, ils sont tous, ils sont en famille, plutôt en famille. D'accord. Donc non, pas une connexion privilégiée, mais on se connaît bien. Oui. D'accord. Raph, à toi, s'il te plaît. Alors moi, je voulais savoir quel a été le moment le plus important ou le plus chargé émotionnellement lors du match du titre contre Rennes en 2010. Est-ce que ça a été J'ai pas l'avant-match ou entendu. quel a été le moment le plus chargé émotionnellement pendant le match? Si c'était Ouais. avant, l'ambiance qu'il y Le avait? pic d'émotion. Oui, c'est ça, le pic de... Le pic d'émotion, il intervient à partir du moment où le speaker annonce le match nul de Bordeaux et qui nous donne donc le titre de champion de France, qui n'était pas acquis au coup d'envoi, qui n'était pas acquis pendant le match, malgré la victoire, mais qui a été validé à partir du moment où on avait les points mathématiques. Et c'est arrivé à la fin du match où ils ont dit que match nul de Bordeaux, l'OM champion de France. D'accord. Flo, ta question, s'il te plaît. Pour revenir à ce que disait Raph, il y a Steve Mandanda qui a dit que il aimerait bien revivre ce match-là. C'est un match qu'il aimerait bien revivre. Et du coup, justement, quel est le match que vous aimeriez revivre? Est-ce que c'est celui-là ou un autre? Le 5-5 à Lyon, mais avec une victoire au bout. 6-5. J'aimerais bien le revivre. Pourquoi? Parce que nous, sur le terrain, on ne l'a pas vécu comme les supporters ou les téléspectateurs, pardon. C'est-à-dire que c'était un match sur les 10 dernières années, un des plus beaux matchs au niveau du scénario, au niveau des pics d'émotion. Et nous, sur le terrain, si vous voulez, on était plutôt parfois en colère, parfois heureux. On est passé aussi par certaines émotions, mais on n'a toujours pas compris comment on a fait pour prendre 5 buts, quoi. Toujours pas compris. On avait, je crois qu'on regardait la défense nous regardait. Allez-y les gars, marquez, prenez pas de but, merde, on a pris, comment on fait? On continue. Voilà, on était dans le flou en fait. Et quand on est rentré dans le vestiaire et que le coach Deschamps nous a dit c'est limite une faute professionnelle parce que s'il faut marquer 5 buts pour prendre un point à l'extérieur, on va pas en prendre souvent. On avait compris qu'on était passé à côté de quelque chose parce que battre Lyon à Lyon, c'était pour nous c'était quand même comme gagner au parc. Et après, par contre, dans ce qu'on appelle la zone presse, il y avait un sourire de tout le monde, quoi, un enthousiasme, une rigolade, une limite, quel match! Et ça contrastait avec le discours du coach, qui nous montre bien qu'il y a un intérieur, un extérieur, quoi.
Et nous, on doit gérer ces deux-là. Quand tout le monde vous appelle pour vous dire mais quel match, tout ça, super, le scénario, on a vu les choses. Dire ouais, mais nous, on s'est fait engueuler. Donc, fallait gérer ça, quoi. Bon, heureusement qu'on jouait tous les 3 jours et qu'on a pu basculer tout de suite sur le match d'après. C'est l'avantage. Moi, pour conclure, Fabrice, si vous le voulez bien, je voulais revenir également sur cette saison 2009-2010. Je crois que ça faisait 17 ans que l'OM n'avait plus rien gagné, si je ne m'abuse. Didier Deschamps était arrivé en début de saison et avait bâti vraiment une équipe de guerriers, on peut dire ça comme ça, dont vous étiez dans son recrutement. Ma question, c'est qui était vraiment le leader de ce vestiaire? Est-ce que Deschamps était vraiment l'entraîneur charismatique et était vraiment le leader, ou est-ce qu'il y avait aussi vraiment un leader de vestiaire? Je pense qu'il y en avait beaucoup. On peut penser à Steve Mandanda, Gabriel Heinze. Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui se dégageait vraiment là-dedans? En fait, il y a eu plusieurs moments dans cette saison. Alors, l'entraîneur est hyper important parce que c'est lui qui manage tout ça. Les hommes, c'est lui qui fait les débriefs d'après-match qui nous permettent d'enchaîner sur l'autre match avec une simplicité et les approches des événements où il est très simple aussi, où on ne bouscule rien, ayez confiance en vous, on a les capacités, on a le potentiel. On n'a pas travaillé plus que ça la semaine avant de jouer la finale contre Bordeaux. On n'a pas travaillé plus que ça le match d'avant Rennes. On était dans une simplicité, dans une continuité de travail et émotionnel aussi. Lorsqu'on gagnait, on n'était pas les plus beaux. Lorsqu'on perdait, on n'était pas les plus vilains, entre guillemets. Et lorsque moi je suis arrivé, il y avait des leaders. C'est-à-dire, quand je dis des leaders, des joueurs qui étaient à Marseille depuis quelques années. D'accord? Je pense notamment à Nyang, Cherou et Mandanda. Taïtego aussi. Bon. Mais, si vous voulez, nous, on est arrivé aussi avec une expérience de la vie, une expérience du football, que ce soit Gabi Heinze, Edouard Cissé, Souleymane, Diawara, moi, Stéphane Ambia un peu moins parce qu'il était, il avait fait une carrière de 3-4 saisons, il me semble, à Rennes, donc c'était pas encore le leader qu'on a connu et qu'on a vu naître à un moment donné quand il a été replacé. J'oublie pas Laurent Bonnard, etc. Mais nous, on a apporté quelque chose. Qu'est-ce qu'on a apporté? On a apporté aussi le fait que lorsque des recrues sont recrutés, il faut qu'ils soient un apport. Donc, nous, quand on est arrivé, on a apporté. On a apporté ce qu'ils avaient déjà fait de très bien l'année d'avant avec Guéret. On est venu mettre une plus-value. D'accord? Et naturellement, à un moment donné, quand il a fallu recadrer, on est 3 à l'avoir fait. Alors, Gabi Heinze est un leader naturel, de guerrier. Quand je dis leader naturel, sur le terrain, dans sa façon de voir, d'approche, dans le match, quand il parle, c'est pour gagner. D'accord? C'est pour faire avancer. Mais quand on a dû faire cette réunion, où arrive un moment donné où c'était compliqué pour nous, on est 3 à l'avoir fait. Et moi, et Soulé et Mamad. On était un petit peu, si vous voulez, pas le thermomètre, mais un peu le baromètre un petit peu du vestiaire, où on rigolait, on était très calme, on était un peu avec tout le monde, pas de clan, pas de… Voilà, chacun avait ses affinités. Steve Mandanda était un petit peu plus discret dans le sens de son jeune âge. D'accord? Et en fait, plusieurs fois, le coach Deschamps m'a convoqué dans son bureau pour justement faire passer des messages, à un moment donné, de prendre le leadership, voilà, pour m'assurer sa confiance et pour… voilà. Donc, on a sous une forme de continuité. Donc, je pense que chacun, on a tous pu jouer un rôle à un moment donné. Et lorsque on était sur une lancée en février, mars, on a des leaders techniques comme Valbuena, comme Hatem Ben Arfa, comme Lucho, qui ont pris ce relais et qui ont terminé le travail.
J'oublie pas Brandao parce que dans son travail de poser des problèmes à l'adversaire, poser des problèmes à la défense, les empêcher de relancer, leur mettre des coups, leur mettre des impacts. Moi, c'est ça qu'on veut voir à Marseille, à un moment donné. J'ai vu à Porto l'attaquant défendre comme Brandao il défendait. Et quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit le match, il est déjà terminé. Maresca, il me semble. C'est sûrement ce qui nous manquait aussi hier soir. Christopher, tu voudrais peut-être conclure sur ce qu'a dit notre Oui, invité? je voulais conclure parce que je suis absolument impressionné, en fait, parce que je ne connaissais pas au-delà du joueur. Donc, je pense que tous nos auditeurs vont vous découvrir en même temps et puis je pense qu'ils vont être bluffés parce que vous avez un recul et un sens de l'analyse, moi, qui m'impressionne, en fait, surtout quand on vient avec des questions un peu à chaud, parce que nous, on prépare un peu quand même nos trucs un peu en amont. Et ouais, voilà, je veux en tout cas vous féliciter parce que c'est extrêmement précieux, en fait, de vous entendre, en fait, parler. Et justement, je me posais la question, en fait, c'est pour ça que ma question n'était pas prévue à la base, hein, parce qu'il va falloir qu'on termine l'émission. Mais qu'est-ce que vous, par rapport à ce sens d'analyse, ce côté à la fois pesé, à la fois vous êtes capable de très bien parler aussi. Donc je me dis, en tant qu'entraîneur, vous avez un énorme potentiel en fait aussi à ce niveau-là. Alors je me demandais qu'est-ce que vous vouliez faire en fait de ce que vous êtes actuellement en fait. Maintenant, j'ai vu que vous avez passé vos diplômes d'entraîneur, j'ai vu que vous avez fait de temps en temps aussi un peu de télé ou de radio. Qu'est-ce qui vous donnerait envie maintenant? Bon, aujourd'hui, j'ai une priorité, c'est de passer mon diplôme pro. Donc, il me reste cette dernière case à valider. En parallèle, évidemment, j'ai des équipes. J'étais au centre de formation d'Amiens. J'ai pris des équipes amateurs pour me déstructurer du monde professionnel et d'apprendre à entraîner. Aujourd'hui, ça se précise. Mon modèle de jeu se précise, ma façon de manager se précise, mon staff aussi se précise. Je pense que lorsque j'aurai mon diplôme, après ce sera les propositions, les ouvertures, le réseau, entre guillemets, et les opportunités, la bonne opportunité dans le bon contexte. Et puis, on reste très proche du football en commentant des matchs, en étant consultant sur Canal pendant 4 ans, et puis cette année un peu plus sur Mediapro, moins que Benoît Chéroux, mais je me garde du temps, si vous voulez, pour continuer à apprendre sur le football, vraiment apprendre dans toutes les structures. Je suis vraiment dans les livres, on va dire, dans le scolaire. Et je regarde un peu tout ce qui se passe et j'ai une idée un peu plus précise de ce que je souhaiterais faire dans un club et comment je le ferais. Ouais. D'accord. Allez, Raph, la dernière question avant de conclure l'émission. Oui, mais du coup, c'était comme Christophe, une question qui n'était pas prévue. Mais vu que vous passez vos diplômes d'entraîneur, est-ce qu'un jour, on peut rêver de Fabrice Abriel, entraîneur de l'OM? Tu me l'as enlevé de la bouche. On l'a dit un peu à Bisbey aussi, hein. On l'a demandé à Pierre Ménès. Ouais, exactement. Bah, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, j'ai envie de vous dire. Ça veut dire que ça se construit. Ça se construit. Fabrice Abriel, comme vous dites, à Marseille, ça se construit. Ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Il va falloir que moi, je sois rempli. Et lorsque j'aurai assez d'expérience et de vécu dans ce métier pour apporter quelque chose à ce club, je crois qu'on sera aligné parce que naturellement, j'ai joué là-bas et j'ai remporté des titres à Marseille. À un moment donné, mon nom sera certainement évoqué parce que ça peut sonner une évidence, comprenez? Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'on voit Habib Beye à Marseille parce qu'il parle bien à la télé, mais franchement, je ne ferai pas cet écart. Personnellement, je ne le ferai pas. Je passerai par 2-3 clubs et puis quand j'aurai bien eu mon expérience et dans ce championnat de France et en Coupe d'Europe, en qualifiant une équipe en Coupe d'Europe pour gagner un titre, alors oui, là je serai prêt, certainement prêt, ouais. Mais le métier d'entraîneur à Marseille, c'est une grosse responsabilité et il faut venir pour apporter, pas pour faire un passage comme ça et traverser le temps. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et, pour la suite, Fabrice. C'était un réel plaisir de vous avoir en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour toutes les explications, pour votre analyse. Je crois que tout le monde a pris un réel plaisir à vous écouter.
Merci à Et, vous. et puis, on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. Salut tout le monde. Merci. Au revoir. Salut.